Bonjour à tous. Nous allons maintenant passer à une leçon 3 consacrée aux grands problèmes de la législation forestière. Je vous redis que toute cette présentation du droit forestier m'est personnelle. Voici notre plan qui est un rappel. Nous avons vu l'introduction et le vocabulaire et des considérations sur les forêts dans une leçon 1. Nous avons traité assez longuement de l'histoire du droit forestier dans une leçon 2. Et maintenant nous sommes donc bien à la leçon 3 à laquelle nous passons, les grands problèmes. Le plan de cette leçon est le suivant. En 31, nous verrons les bases forestières des problèmes. En 311, on aura le double visage du droit de propriété forestière. Oui, c'est très original ça. Et puis en 312, le principe de la forêt sans homme. Nous verrons ça. En 32, nous verrons quelques applications de ces problèmes de base. En 321, le premier exemple que nous prendrons sera l'application du régime forestier. En 322, quelque chose de beaucoup plus récent, la contribution volontaire obligatoire. Et en 323, une courte liste des autres problèmes. Sans prétendre à l'exhaustivité, je redis, c'est une présentation strictement personnelle. D'autres personnes pourraient rajouter d'autres problèmes. La base forestière des problèmes, donc, je viens de la présenter. J'ai une note. Il y a bien des problèmes dont la base n'est pas forestière, par exemple le défrichement. Le défrichement a des causes qui ne sont pas forestières. L'urbanisation, l'agriculture, par exemple. 311, donc, le double visage du droit de propriété forestière. Je vous ai mis là une monnaie romaine qui représente le dieu Janus. Janus était toujours représenté avec deux visages, car c'était le dieu des portes. Or, une porte regarde des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. Et le mois de janvier regarde les 2 années, l'année écoulée et l'année nouvelle. Développons le sujet. En droit, le droit de propriété est de nature privative. Que ce soit pour les personnes publiques, où l'on parle de domaine privé, ou les personnes privées, où l'on parle de propriété privée que vous connaissez bien. Mais le droit de propriété forestière a toujours eu un double visage, à la fois privé et public. Droit privatif même en forêt domaniale, puisque cette forêt fait partie du domaine privé, le domaine privé des collectivités publiques. Et d'autre part, un droit grevé d'une servitude d'intérêt national, voir l'histoire, le droit de la marine, la législation de la Bourdaine pour la fabrication de la poudre à canon notamment, et en raison du rôle de production, de protection des sols et du climat que joue la forêt, évidemment jamais un champ de tomates n'a fait l'objet d'un code. Pareillement pour tous les légumes, et presque pour tous les fruits, je pense, sans aucun doute même. Voilà. La forêt est très particulière. Le législateur de 1827 de Charles X le reconnaissait déjà. Rien n'est plus respectable, messieurs, que le droit de propriété. Et ce droit n'admet guère de limite. Toutefois, cette grande règle doit fléchir elle-même devant la considération plus grande encore du besoin social
et de la conservation commune. Ce double visage est consacré par le Code de 2012 de M. Nicolas Sarkozy pour la forêt privée. Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. On voit bien cette ambivalence entre la propriété privée et les besoins nationaux qui a été confirmé encore par le Code de 2012. 312 maintenant, la forêt sans homme. Si jadis la forêt a souvent été en possession de tous, voire la silva communis, la silva de tous, la forêt de tous, depuis des siècles, la forêt a fait l'objet d'une appropriation, on pourrait dire privatisation, qui a chassé les hommes. En témoigne la longue lutte des droits d'usage forestiers. On ne va pas faire de la philosophie, mais là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Et même de nos jours, la propriété privée serait si tranquille s'il y avait notamment la revendication des nouveaux usagers, urbains ou vacanciers. Alors ces nouveaux usagers n'ont rien à voir avec les usagers du code forestier. Les nouveaux usagers n'ont aucun droit. Ce n'est pas un droit de se promener en forêt, ouverte au public. D'autre part, le poids croissant de l'interventionnisme public, et notamment territorial, c'est-à-dire des communes, départements, régions. Enfin, en 1932, quelques applications des problèmes de base, un problème ancien, le régime forestier et les collectivités territoriales, donc, auxquelles il s'applique, un problème nouveau, la contribution volontaire obligatoire, et puis une courte liste des autres problèmes que dans une simple introduction au droit forestier, on ne peut pas traiter. Il faudrait faire des leçons spécifiques, additionnelles. 321, premier exemple, l'application au régime forestier. L'un des grands problèmes est la tutelle que fait peser le régime forestier sur les anciennes forêts soumises. C'était l'ancienne expression jusqu'à la loi du 9 juillet 2001. Il n'y a pas si longtemps, certains élus s'indignaient du terme même de soumission. Il faut bien parler, dire des choses. Cet aspect avait été ravivé depuis 1981, puisque la décentralisation instituée par François Mitterrand à cette époque va dans le sens du pouvoir des collectivités locales. Fallait-il décentraliser le régime forestier, c'est-à-dire au fond, finalement, y mettre fin, car qui dit décentralisation dit transfert de compétences. L'évolution s'est faite à la Richelieu, c'est-à-dire le cardinal de Richelieu, éminent personnage d'État, avait comme maxime une main de fer dans un gant de velours. Voilà, une main de fer dans un gant de velours. Ben c'est ce principe-là qu'on a appliqué en 81. On a maintenu le régime forestier suivant le principe d'une main de fer dans un gant de velours. On a donc maintenu le régime forestier, on a donné plus de souplesse à l'application des textes, on a associé davantage les élus locaux, voilà le gant de velours. Et l'ONF a modifié son image publique et se présente avant tout comme un service technique au service de tous. L'État, en quelque sorte, émanation du droit,
s'efface au service de la technique, voire des sciences. On tourne le dos aux problèmes, on ne les voit pas, on n'en veut pas. L'évolution récente, loi du 9 juillet 2001, a conduit à la disparition de l'expression « soumission au régime forestier ». J'ai consacré du papier, des écritures à cette disparition, quasi symbolique. Comme disait Charles de Gaulle, on manie les gens par les mots, comme les bœufs par les cornes. Exemple 2. L'application à toute forêt, la contribution volontaire obligatoire. On pourrait sous-titrer où il y a des citoyens plus représentatifs que d'autres. L'inégalité est très actuelle. Pour comprendre ce point, il faut avoir quelques bases. Une claire, c'est que l'État peut lever des impôts. On appelle ça imposition. Peu importe qu'il s'agisse d'impôts au sens étroit ou de taxes, tout le monde connaît la taxe sur la valeur ajoutée, ou de redevances. Télé, par exemple. Il n'y a que lui. D'autre part, l'impôt n'est pas affecté d'office à un but déterminé. L'affectation dépendant de l'État, c'est-à-dire du gouvernement surtout, et de l'Assemblée nationale et du Sénat, par les lois de finances. On prend vos impôts, on les met dans un panier, et c'est après que on affecte le produit de cet argent aux sous-marins nucléaires, par exemple, ou autres. La question avait été posée dans les années 1950. C'est pas nouveau. Des organismes privés peuvent-ils percevoir des impositions? On avait alors dit oui, avec l'institution des taxes parafiscales, dont le nombre avait cru. Taxes parafiscales, c'est le nom consacré. C'était un 4e prélèvement fiscaux, outre l'impôt, la taxe et la redevance, il y avait les taxes parafiscales. Puis, les citoyens qui n'étaient pas dévots avaient critiqué. La contestation s'était élevée. Ils avaient fait des procès. Ils avaient gagné. La parafiscalité avait disparu. Illégale, juridiquement irrégulière. Bon. Illégale. L'impôt ne peut être privatisé. C'est un fondement, presque de nature constitutionnelle, d'ailleurs. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Des intérêts privés ne peuvent user de l'impôt pour s'enrichir. Nous avons publié un article sur le sujet dans une revue forestière en 2016. Il s'intitulait « Des bandits de grand chemin dans l'ordonnance de 1669 et de la contribution volontaire obligatoire ». J'avais joint les deux sujets. Disons que j'avais peu de textes sur l'ordonnance et peu de choses à dire sur la contribution volontaire obligatoire, mais des choses essentielles. J'avais joint avec une petite malice quand même, il faut bien l'avouer, les deux sujets. Cet article commençait ainsi. Le pur hasard fait que pour cette rentrée d'automne, nous joignons deux questions qui demandent ici peu de développement. D'une part, deux articles de l'ordonnance de 1669 qui répriment le banditisme de grand chemin. D'autre part, nos commentaires réduits pour la nouvelle contribution volontaire obligatoire. Et j'avais mis la formule du cinéma. Toute ressemblance entre les deux objets est fortuite. Cet article s'achevait ainsi. L'un ou l'autre des arguments pourrait conduire à l'annulation de la contribution volontaire obligatoire en cours ou déjà perçue.
la sagesse de nos proverbes ancestraux nous ferait dire à bon entendeur « Salut ». Ceci dans le souffle de l'article 14, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, ou des vivifiantes pensées de Jules Romain qui ont été dites ci-dessus. Jules Romain était un écrivain français, membre de l'Académie française, et qui a écrit un livre que je vous conseille vivement, Examen de conscience des Français. Ça m'a ouvert les yeux, moi. Ça vous ouvrira les vôtres aussi, sans aucun doute. Jadis, la sûreté n'était pas assurée sur les routes, j'avais écrit. De nos jours, avec les technologies modernes, le citoyen pourrait regretter l'ancien temps. Il n'est à l'abri nulle part. Surtout pas sur la toile, comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il n'est à l'abri nulle part. Moins d'une semaine après l'apparition de l'article, je recevais un courrier postal en lettre recommandée avec avis de réception. C'est un avis, un simple avis, de la part d'une autorité directement intéressée, une haute autorité forestière, nous invitant en termes courtois à réviser notre position. Pour la suite, nous avons fait un appel à tous sur notre site, droitforestier.com. Bon, se souvenir de la phrase du général de Gaulle, les Français sont des veaux. Les Français ont préféré les opérateurs de la filière bois. Les propriétaires ont préféré payer. Bon, presque sans commentaire, mais ça laisse songeur. Alors qu'il y a 25 ans, leur père avait protesté et gagné. Il n'y a que l'État à prélever des impositions. Bon, je suis ouvert à toute discussion sur le sujet, éternellement, aussi longtemps que je vis, bien sûr. 323. Courte liste des autres problèmes. Il peut y avoir des ministres qui vendent des forêts de l'État, rapidement et discrètement, en une semaine. Hein. L'arrêté est arrêté le lundi et au vendredi, il faut que la vente soit passée. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre site droitforestier.com. Vous allez pouvoir prendre connaissance de plusieurs pages consacrées à la question. Et il y a tous les lobbies aussi, de l'urbanisme, la construction, les mines, les carrières. Les mines, il y a 3 ans à peine, j'ai attaqué le décret sur les forêts de protection, les modifications de la loi Chauveau de 1922, qui donne au lobby des mines et carrières, Rio Tinto, Vales et Benetton, donc le droit de défricher 6 hectares d'un seul tenant. En janvier, puis en février, puis en mars, puis en avril, sans limitation, pour l'extraction du gypse et autres substances qui intéressent l'industrie du mine pour la construction autour de Paris, dans les forêts de la couronne parisienne. J'ai oublié le lobby viticole, évidemment. J'ai aussi un procès en cours sur ça. Nous nous battons dans toute la France pour aider les gens à conserver leur environnement naturel. J'ai mis une photo de l'hippodrome de Compiègne, car pour le ministre en question, il s'agissait de la forêt de Compiègne. Et là, j'ai mis le logo de Forestiers du Monde pour l'information, la prévention, la protection et l'action au profit des sociétés humaines. Oui, tout à fait, très beau, très dynamique association, très sur le terrain, et qui essaie de contrebalancer les initiatives désastreuses pour la forêt, lancées par notamment des communes locales, pour l'argent, pour le profit viticole dans cette région.
Je peux conclure qu'il faut être vigilant. Si le citoyen n'est pas vigilant, c'est l'effondrement, c'est pas la République. Mais s'il est vigilant, il peut gagner, s'il a raison. Il faut un juriste, bien sûr, à ses côtés, car le droit a ses arcanes aussi. Voilà. J'ai replacé le dieu Janus, le dieu des Romains, le dieu des portes, le dieu de l'année nouvelle et de l'année ancienne. Et voici notre plan d'ensemble. Nous venons de traiter la leçon 3. C'était les grands problèmes de la législation forestière, quelle qu'elle soit en France, quel que soit le régime politique. Nous aborderons prochainement la leçon 4 avec les principes du droit forestier. Maintenant, pour aborder enfin le code forestier lui-même. Vous commencez maintenant à entrevoir beaucoup mieux les fondements de la législation forestière. Bien sûr, il y a encore d'autres points qu'il faudrait préciser dans votre esprit. Et tout cela, c'est un effort pour faire partager cette législation forestière qui est presque unique au monde. Je pense qu'elle est unique même. Voilà. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous à la leçon 4 pour découvrir les grands principes du droit forestier. Du droit forestier. Bien, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour cette leçon 4.